Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas eu de réelle nouveauté ou d'annonce importante dans le discours prononcé par Benyamin Netanyahou devant les délégués de la convention de l'AIPAC, le lobby pro-israélien aux États-Unis. Mais le ton, la terminologie employée par le Premier ministre israélien témoignait, selon certains observateurs en tout cas, d'une évolution vers une plus grande modération, vers une disposition à d'éventuels compromis dans le dossier israélo-palestinien. Alors dans quelle mesure cette interprétation des faits est-elle pertinente? Et si c'est bel et bien le cas, assiste-t-on à une véritable évolution idéologique ou à une tactique destinée à rassurer les partenaires américains et européens d'Israël? Pour en débattre avec nous dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse, Boaz Bismuth du quotidien Israël Hayom, un journal très proche de Benyamin Netanyahou, et Maurice Yvergan, rédacteur en chef d'i24 News en français. Le débat commence dans un peu plus d'une minute. Le temps pour Cyril Amar de nous rafraîchir la mémoire. En image tout de suite. Elle avait rarement aussi bien porté son nom. Sous un épais manteau de neige, la Maison-Blanche a accueilli cette semaine le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Un accueil courtois, mais glacial, diront certains. Je voudrais encore une fois féliciter en public le Premier ministre pour avoir traité ces discussions avec autant de sérieux. La date butoir de la fin des négociations se rapproche et il va falloir prendre certaines décisions difficiles. Les décisions difficiles, Benyamin Netanyahou pourrait bien être disposé à les prendre. Bien sûr, Netanyahou continue d'exiger des Palestiniens des préalables à toute concession. Pourtant, tant dans son discours devant le lobby pro-israélien AIPAC que dans un entretien accordé vendredi à la télévision israélienne, les propos de Netanyahou ont de quoi inquiéter les partisans du Grand Israël. La terminologie a changé. Netanyahou loue les dividendes de la paix que pourrait retirer Israël d'un accord avec les Palestiniens. Les yeux fermés a même écrit cette semaine un éditorialiste israélien. On aurait cru entendre Shimon Peres ou encore John Kerry. Mesdames et messieurs, la paix est la plus haute aspiration d'Israël. Je suis prêt à faire une paix historique avec nos voisins palestiniens. Certes, il y a eu cette semaine ces statistiques officielles embarrassantes. En un an, le nombre de mises en chantier dans les territoires a quasiment doublé. Mais vendredi, en hébreu cette fois-ci, Netanyahou a laissé entendre que son gouvernement pourrait démanteler des implantations juives en Cisjordanie. Il est clair qu'une partie des implantations juives ne seront pas incluses dans un accord et je ferai tout mon possible pour que leur nombre soit le plus réduit. Mais je n'abandonnerai personne, je ne laisserai aucun Israélien sans protection. Les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens sont censés déboucher sur un accord cadre d'ici le 29 avril. D'ici là, Barack Obama recevra Mahmoud Abbas à la Maison-Blanche le 17 mars prochain. Alors on va s'attarder sur ce discours prononcé par Benyamin Netanyahou devant la convention de l'AIPAC, Maurice Yvergan. Certains ont parlé d'un discours qu'aurait pu prononcer Shimon Peres, les fruits de la paix. Et c'est d'autant plus surprenant que le Premier ministre israélien s'adressait à un public qui était peut-être en droit d'attendre un discours plus offensif. L'AIPAC, ce n'est pas Shalom Arshav ou le Centre Peres pour la paix. C'est vrai, mais si effectivement le Premier ministre israélien a changé, c'est un changement imperceptible parce que finalement, après un discours fleuve, on s'est tous rendu compte que Benyamin Netanyahou a répété à peu près la même chose qu'on avait déjà entendu aux Nations Unies. Il n'y avait pas grand-chose de neuf. Les fruits de la paix, c'est un peu nouveau. Lorsque Benyamin Netanyahou parle des avantages qu'Israël aurait à signer la paix avec les Palestiniens, c'est pas une nouveauté selon vous? C'est pas vraiment une nouveauté, quoi. C'est un ton un petit peu différent, mais sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de neuf, de nouveau. C'est vrai qu'on l'avait souligné qu'il y a une volonté de paraître plus flexible, plus souple, mais dans le fond, lorsqu'il parle en anglais, il dit une chose, lorsqu'il parle en hébreu, il en a dit une autre. Il a dit « je ne céderai pas sur la sécurité d'Israël », et ça, c'est son point. Oui, mais ça le dit aussi en anglais, je crois qu'il ne cédera pas sur la sécurité d'Israël. Est-ce que, Boaz Bismuth, vous pensez, comme Maurice Yvergan, finalement, que ce discours n'a apporté aucune véritable innovation, aucune véritable nouveauté? D'abord, la première chose, vous m'avez présenté comme quelqu'un de proche d'un journal qui est proche de votre journal. Je vais juste dire quelque chose sur mon journal. C'est vrai que j'appartiens à un journal qui est réactionnaire, révolutionnaire, dans le sens où il ne pense pas tous les jours qu'Israël a toujours tort. Donc ça, c'est la nouveauté de notre journal, et tant mieux, et c'est vrai, je le revendique. Il ne pense pas tous les jours que le Premier ministre israélien a toujours tort. Voilà, et que le gouvernement israélien, parce que le Premier ministre est à la tête d'un gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le discours lui-même, il faut savoir une chose. J'ai connu Netanyahou en 88-89 lorsqu'il était vice-ministre des Affaires étrangères, et je vois le Netanyahou d'aujourd'hui. Grande évolution, très très grande évolution. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a, en France, j'aime bien ce que vous avez, ce qu'on appelle le fond et la forme.
Alors il y a bien sûr la forme, et on parle maintenant, mais dans le fond. Est-ce que dans le fond, réellement, Netanyahou est prêt à des sacrifices? Il faut comprendre une chose. Ce discours-là, c'est vrai, il est devant AIPAC, il est dans un terrain conquis. C'est vrai que le public là-bas est conquis d'avance. J'étais plusieurs reprises à AIPAC et je vois très bien, je sais très bien. Sauf que nous sommes aussi dans un public américain, qui est juif américain, donc plutôt démocrate. C'est vrai aussi que le président Obama l'accueille avec un interview à Jeffrey Goldberg, qui n'était pas le plus sympathique au monde. Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes dans un monde dans lequel l'Amérique perd de sa puissance, on le voit très bien aussi avec le conflit en Ukraine, je pense que le dernier État et le dernier Premier ministre qui prend Obama très au sérieux, c'est quand même Netanyahou. Et donc il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un bon climat. Et donc on voit Netanyahou qui fait justement cette nouveauté dans ce mot, dans lequel il parle justement, comme Shimon Peres, c'est vrai, dans les fruits justement qu'on peut obtenir de ce, je vais continuer comme Peres, de ce nouveau Moyen-Orient. Vous confirmez que c'est nouveau dans le discours de Benjamin Netanyahou. Il y avait beaucoup de réchauffés dans ce discours. L'exigence d'un État juif, l'Iran comme une menace, bien sûr, on l'entend tellement de fois. Il y avait deux choses de nouveau. D'abord, ce nouveau slogan du genre, ce nouveau slogan, il faut boycotter les boycotteurs, mais surtout, les fruits de cette nouvelle paix. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense que Netanyahou, réellement, dans sa tête, est prêt aujourd'hui à des sacrifices qu'il n'était pas prêt dans le passé. Sauf que son plus grand problème, c'est qu'il a bien sûr une coalition, mais même là, il peut très bien se débrouiller. Le plus grand problème de Netanyahou aujourd'hui, c'est ses alliés, c'est son parti. Va-t-il faire ce que Sharon a fait ou pas? Quel genre de sacrifice est-il prêt à concéder selon vous? Écoutez, on parle bien sûr d'un Netanyahou qu'au début de sa carrière, et je pense que quand son père était en vie, je pense qu'il n'aurait jamais même imaginé l'idée même de 2 États pour 2 nations. Ça, c'est au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, on sait très bien qu'il y aura un prix territorial à payer. Et la question, bien sûr, est quel prix on va payer. Alors, vous avez parlé de Shimon Peres, on a vu très bien que Olmert et Barak, Shimon Peres et Yitzhak Rabin ont tous eu des problèmes pour arriver justement à une solution. Mais Netanyahou a très bien compris qu'Obama ne va pas le laisser attendre les erreurs d'Abou Mazen, il doit lui aujourd'hui prendre de l'avant et c'est ça le grand test. Ça a une crédibilité, et je pose la question à vous deux, est-ce que ça a une crédibilité cette évolution vers, on pourrait dire, des positions plutôt centristes? Alors que, et on l'a vu dans le sujet de Cyril tout à l'heure, eh bien, les débuts de construction dans les implantations des territoires de Cisjordanie n'ont jamais été aussi nombreuses. Mais là, moi, vous savez, cette histoire-là de les constructions, et maintenant, il y a d'abord ce qu'on appelle, vous savez, déjà... Il y a une contradiction entre le discours et les faits. C'est vrai, on parle même de 123% ou 132%, je ne sais plus très bien. D'abord, il y a aussi une évolution dans la population des territoires. Ça, c'est un. Deuxième, il faut savoir aussi... une évolution dans la population du centre du pays et du Gush Dad. On ne peut pas comparer à Tel Aviv, on ne va pas comparer à Tel Aviv. Et en 2012, il n'y avait aucune évolution dans ces territoires. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait le boom de 2013. Mais la chose est la suivante. Il y avait un livre magnifique de Dan Shiftan, professeur Dan Shiftan de l'université de Haïfa, qui avait écrit dans son livre La nécessité de la séparation, en hébreu Kor HaFrada. Et dans son livre, il débute par une phrase qu'Israël doit décider, pas seulement le gouvernement Netanyahou, Israël en général, tous les gouvernements depuis 1967. Est-ce que ces territoires, Israël doit les avaler ou les vomir? Et est-ce que Netanyahou a fait son choix? Je pense qu'il est beaucoup plus prêt à des compromis qu'il a été il y a même encore un an. Maurice, vous venez de rappeler justement cette notion de séparation. Il y a eu 2 jours après Barak Ravid, dans Haaretz, il y a eu un article de Peter Bernard, qui lui aussi parle de discours Havdalah, séparation. Peter Bernard, une des principales voix de la gauche juive américaine. Exact. Et c'est assez intéressant. Lui, il dit qu'effectivement, Benjamin Netanyahou a tracé les lignes entre le bien et le mal, le futur radieux et un avenir sombre. Mais il y a une ligne qu'il n'a pas tracée. Laquelle ? C'est la ligne de Théodore Herzl, entre, disons, notre acceptation morale d'une différence à l'intérieur du pays, de notre comportement dans les territoires. Et là, il dit que Benjamin Netanyahou n'a pas bougé. Il nous place face aux autres, mais il ne se place jamais lui. Maurice, je vous propose d'interrompre quelques secondes le débat pour l'enrichir avec les avis de certains de vos collègues dans la presse israélienne. Tout d'abord, celui de Shalom Yerushalmi dans le Maariv. Après plus d'1 an, Netanyahou a enfin accordé une interview aux médias israéliens, c'était hier, mais son double langage révèle qu'il n'a pas l'intention de convier les Palestiniens à danser le tango dont il a tant parlé pendant sa visite aux États-Unis. Boaz Bismuth, vous bouillez, mais on va en parler tout à l'heure. Autre extrait de la presse, c'est Barak Ravid dans le Haaretz. Dans son discours à l'AIPAC, Netanyahou a poursuivi son lent mouvement continu vers le centre politique, un mouvement en direction de ces 65% d'Israéliens qui se disent en faveur d'une partition d'Israël, mais qui expriment leur scepticisme quant à sa faisabilité.
Alors, Boaz Bismuth, pourquoi vous avez sursauté lorsque j'ai lu l'article, l'extrait de l'édito de votre collègue Salmi dans le Mari? D'abord, j'ai sursauté de ma joie d'être parmi vous. Mais la vraie raison, c'est que ça, c'est vrai, et on souhaite beaucoup de chance à tous les médias en Israël et en général. Mais on revient à Shalom Yerushalmi, un journaliste pour qui j'ai beaucoup d'estime, un journal où j'ai débuté ma carrière journalistique en 1983. C'est que, quoi qu'il fasse Netanyahou, c'est-à-dire il ne parle pas, pourquoi il ne parle pas pendant des mois et des mois, il ne parle pas. Et là maintenant, quand il parle, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi, d'où le langage. Il faut justement, j'apprécie beaucoup plus ce que Barak Ravid vient de dire, et c'est la chose suivante, c'est que c'est vrai qu'il y a une évolution. Ouais, c'est vrai qu'il y a une évolution. Barak Ravid du Haaretz, donc l'organe de la gauche intellectuelle israélienne, qui dit que Benjamin Netanyahou évolue vers une évolution. Parce que si vous passez d'abord au fait que, comme Golda Meir dans les années 70, comme les travaillistes qui ne reconnaissaient même pas l'existence d'une nation, d'une entité palestinienne, arrivé au stade où on parle de 2 États pour 2 nations, c'est une évolution qui est très très grande, je suis désolé. Alors, sauf que, est-ce que c'est possible? Est-ce que de l'autre côté, on est réellement sincère? C'est une autre. Parce que nous, on est en train de parler longuement de Netanyahou au gouvernement israélien. Mais ici, vous savez qu'il y a... l'émission, justement. Il y a aussi un autre côté. Bien sûr, il y a Mahmoud Abbas qui n'est pas forcément un partenaire toujours facile. Maurice Fergan, lorsque vous lisez ces éditos dans la presse israélienne, vous avez l'impression que les éditorialistes israéliens comprennent véritablement la direction qu'a prise Netanyahou? Moi, je pense qu'ils sont dans la confusion. Tout le monde est là en train d'essayer de comprendre ce que Benjamin Netanyahou a voulu dire. On est tous dans l'analyse, on ne sait pas trop. Mais par exemple, si je prends Ron Ben Ishai, Ron Ben Ishai dit que c'est le discours le plus faible qu'a jamais prononcé Benjamin Netanyahou. Alors le discours conciliant sur les Palestiniens, il n'a pas été compris, dit-il. Mais tant mieux, on préfère des discours peut-être faibles, avec des résultats ou une évolution sincère, comme on le voit, que justement tous les discours qu'on a eu après Oslo, souvenez-vous, et finalement avec zéro résultat. Évidemment, on a écouté ce discours avec beaucoup d'attention dans les rangs du Likoud, et nous avons justement en ligne l'un des responsables du Likoud à Jérusalem, Michel Ben-Ami. Michel Ben-Ami, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans votre parti, on est inquiet après le discours prononcé par Benjamin Netanyahou devant l'AIPAC? Après ce discours, et bien avant, dans le parti du Likoud, Benjamin Netanyahou n'est plus majoritaire tellement il a évolué ou bougé, comme vous dites, de droite à gauche. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou ne peut pas le dire plus clair que ça. Il est pour 2 pays, 2 territoires. Mais ça, c'est pas nouveau, M. Ben-Ami. Depuis le discours de Bar-Ilan, on sait que Benjamin Netanyahou est en faveur du principe des 2 États pour les 2 peuples. Exactement. Mais quand je lis Ron Ben Ishai, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas très bien compris ce qui se passe sur le terrain. La droite en Israël a tellement bougé qu'elle est plus à gauche que la gauche d'il y a 40 ans. Donc, je n'arrive pas à comprendre les idiotes achronotes. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à attaquer Benjamin Netanyahou? Monsieur Ben-Ami, est-ce qu'il n'y a pas un décalage de plus en plus grand entre le Premier ministre et votre parti, le Likoud, étant donné que de nombreux représentants du mouvement des implantations, qui ne votent pas forcément Likoud d'ailleurs aux élections nationales, eh bien, on fait de l'entrisme, pour employer une terminologie trotskiste presque, dans les instances de Likoud, pour les empêcher d'évoluer vers d'éventuelles concessions dans le domaine du processus de paix? Oui, on ne le cache pas, il y a un décalage. Netanyahou, aujourd'hui, ne pourra pas faire passer un traité ou un accord de paix avec les Palestiniens au sein du Likoud. C'est pour ça qu'il a été voir plus loin, qu'il propose que c'est le peuple qui décide avec un référendum si cet accord est bon pour le peuple ou pas. Le problème, c'est que du côté palestinien, plus nous on s'approche d'eux, plus ils s'éloignent. On a bien compris. Mais est-ce qu'on peut imaginer, si Benjamin Netanyahou poursuit cette évolution, un scénario à la Sharon avec un Benjamin Netanyahou qui quitterait le Likoud pour créer un nouveau parti de centre-droit? C'est une possibilité, mais on est tellement loin de tout ça. Il y a moins d'1 an, il y a 1 an et quelques jours qu'on a eu ce nouveau gouvernement. Donc il va falloir attendre encore 2-3 ans avant de décider s'il faut changer encore la carte des partis en Israël ou pas. Mais Merci beaucoup. Netanyahou et la majorité des ministres du Likoud sont clairs qu'on veut essayer d'avoir un accord avec les Palestiniens. On veut que ça ne nous dérange plus sur la scène internationale. Merci beaucoup, Michel Ben-Ami. Je rappelle que vous êtes l'un des principaux militants du parti Likoud à Jérusalem. Boaz Bismuth, il y a un divorce entre Benjamin Netanyahou, le centriste, entre guillemets, et un parti, le Likoud, qui s'est un petit peu radicalisé vers la droite? Je n'ai pas attendu les propos de monsieur pour vous dire justement quel est aujourd'hui le plus grand obstacle de Netanyahou, c'est chez lui à la maison. On l'a bien dit précédemment. Est-ce que donc on peut imaginer qu'il en arrive jusqu'à quitter
le parti a créé, à l'image d'Ariel Sharon il y a une dizaine d'années, une nouvelle formation au centre de la vie politique. Ce que les membres du parti du Likoud, je parle de Elkin, M. Elkin et bien sûr Levin et toutes ces personnes-là, pour qui j'ai beaucoup de respect bien sûr, il faut qu'ils comprennent une chose. C'est vrai que, et aujourd'hui je pense que l'Obama et les Américains l'ont fait très bien fait comprendre, et la communauté internationale, surtout nos alliés en Europe aussi. Et oui, ils sont importants. Même si ce n'est pas eux qui vont décider, ils sont importants. C'est qu'aujourd'hui, je veux bien que l'autre côté, c'est vrai, est là pour nous mettre des obstacles. Et on peut bien sûr toujours, du matin au soir, leur mettre la responsabilité sur le dos. Mais il ne faut pas aussi que sur la scène internationale, Israël aujourd'hui soit aussi responsable que dans les échecs. Donc je pense que Netanyahou a besoin aujourd'hui de faire aussi des gestes et des propos, des mouvements aussi de son côté, tout en sachant que l'autre côté va peut-être faire échouer tout cela. Merci bien, Boaz. Restez avec nous et vous aussi, Maurice. On reprend le débat dans la seconde partie de l'émission, donc après le journal sur 24 News dans une dizaine de minutes.